On repart les amis, on repart avec Michel Gueb. Bonjour Michel. Bonjour. Patron des Codes Rousseau, et donc je le disais en sommaire, c'était... J'avais les chiffres 2015, là j'ai regardé, enfin j'ai trouvé, j'ai cherché, vous avez 350 000 exemplaires, c'était ça, 2015 Oui, en livre de code. Oui, tout à fait. C'était un bon cours tous les ans, quoi. Oui, c'est ça, tous les ans, oui. Tous les ans, mais j'imagine que, enfin je sais pas, dans les années 2000 ou même les années 90, vous deviez être à 500, 600, 700 000. Oui, on a atteint 500, 550 000. 550 000 exemplaires. Ouais. Et aujourd'hui, on en est où aujourd'hui? Aujourd'hui, on est toujours, c'est stable. Depuis quelque temps, on est autour de 350, 380 000 par an. Ah, ça veut dire que quand même... parce qu'on va parler évidemment du pivot total, de la mutation que vous faites sur le digital, mais ça veut dire quand même il y a plein de jeunes gens qui pensent que... Que le livre de code, quand même, c'est un petit outil qui n'est pas si mal. Voilà. Ça alors Oui. Ah, ils le prennent en plus. Parce que l'ensemble de ce que vous offrez maintenant est quand même beaucoup plus efficace. Complètement. Disons qu'on est en e-learning. Pour vous donner une idée, en e-learning, on est à peu près à 400 000 par an. Donc un peu plus que l'ouvrage. Mais l'e-learning va permettre de préparer son test, de réviser le code, parce qu'il y a quand même des cours de code. Mais je pense que les gens ont besoin d'avoir peut-être un petit bouquin, ou bien nos clients, les auto-écoles, font bien leur boulot. Ah oui, une petite rente. Une petite rente. Là, vous êtes là, très détendu, souriant et tout, j'en suis absolument ravi. Mais globalement, on se disait, mais c'est quoi? Mais Codes Rousseau, c'est page jaune en fait. C'est Internet pour vous, ça a été un cataclysme. Ça a été la chute de la météorite et vous êtes le dinosaure. Eh oui, c'est ça. Mais non, pas du tout. Au fil des années, on a toujours suivi. Vous avez vu le truc évoluer dès le départ en fait. On a commencé avec le print, ensuite on a eu les diapos, puis les CD-ROM, puis les DVD et le e-learning depuis 2009. Mais les diapos, personne n'avait. Il n'y a pas un. C'était quoi ça, les diapos? Ça devait être les années 80 même, les diapos. Jusqu'en. Waouh! Ouais, mi-90. Mais il n'y avait pas un particulier qui avait des diapos chez lui. Voilà, c'était dans les auto-écoles. Là, ça ne se passait que dans l'auto-école. Que dans l'auto-école. Évidemment. Oui, alors que le petit bouquin, on l'avait chez soi quand même. Le petit bouquin, on pouvait l'emmener chez soi, oui. Alors, puis on l'emmenait chez soi. On avait des petits cahiers de tests papier, quand même. Ouais. Bon. Et donc, vous avez fait cette mutation en toute tranquillité au fil des années? Alors, en toute tranquillité, pas tout à fait, mais oui, on l'a faite. On a été pris dans le mouvement, en fait, en quelque sorte. Ça a été tout petit peu difficile au début parce que nos clients n'étaient pas rodés à ce type d'outils. Et on a étoffé considérablement notre service hotline à ce moment-là. Ça alors, vous avez demandé vous avez devancé la demande. On a devancé la demande, bien sûr. Ça a toujours été le cas. On a toujours devancé la demande. Et alors, il y a la hotline, ok, mais il y a aussi l'ensemble des gars qui faisaient le code. Oui. Nos concepteurs, nos auteurs, en fait, ce qu'on appelle les concepteurs sont nos auteurs. Vous les appelez des auteurs? Oui, non, on les appelle des concepteurs, concepteurs-rédacteurs, pour être précis. Eux, ils n'ont pas changé, ils font toujours leur boulot. Simplement, c'est qu'avant, derrière eux, il y avait une équipe d'infographistes seulement, et puis après, on allait imprimer. Maintenant, il y a des infographistes et il y a une douzaine de développeurs informatiques. Il y a plus de développeurs informatiques que de concepteurs et d'infographistes. Et qui appartiennent au Code Rousseau ou que vous... Non, au Code Rousseau. On fait tout en interne. Toute la partie conception, développement se fait en interne. On a 32 personnes aujourd'hui en développement. Parce que, et en plus, il y a une certaine logique finalement, même si j'ai l'impression que ça s'est un tout petit peu calmé là, mais c'est vrai qu'on a connu des périodes d'évolution du code de la route. C'est vrai. Qui rendait les choses presque plus simples à suivre sur le digital, non? Pour remettre à niveau... Non, c'était pas... Si, l'avantage, c'est vrai qu'un livre, si jamais on avait le malheur, on a toujours des contacts avec la DSR, la Direction de la Sécurité Routière, pour pouvoir anticiper justement... Regardez l'histoire des 80 km/h. Oui, voilà. Là, on a 150 000 bouquins qui sont... voilà. Alors qu'aujourd'hui, un bouton... Et oui, c'est ça, les 80 km/h, c'est... Ah bah non, finalement, on peut les remettre en circulation. C'est ça. Bon, alors, on va voir là ce sur quoi maintenant vous investissez quand même beaucoup. On va le voir, c'est-à-dire, en fait, vous prenez le virage du simulateur de conduite total. Absolument. Alors, ça s'appelle Oscar 2, donc on va voir ça. Racontez-moi un petit peu, alors il ne faut pas regarder là, parce que faut que vous restiez en face du micro. Racontez-moi un petit peu la démarche qui vous a amené à rentrer dans ce qui est presque du hardware. Mais justement, je veux raconter un peu comment vous montez tout ça. Mais, alors, déjà, il faut savoir que Codes Rousseau a lancé un premier simulateur en 92. Mais c'était très cher, trop tôt.
Et donc, ça a été plutôt un échec. Pour les auto-écoles. Pour les auto-écoles. C'était trop cher pour les auto-écoles, le matériel qui était nécessaire était beaucoup trop lourd. Donc on a abandonné et on est resté assez longtemps sans revenir vers le simulateur. Et puis au début des années 2010-2012... Donc là, ce qu'on voit là, je le dis, hein, c'est des images de votre simulateur. C'est quand même très très impressionnant de vérité, quoi, hein, criant de vérité. Mais on va y aller justement. Et là, Oscar 2, vous avez la version 2, mais je vais y revenir. Donc on a lancé un simulateur qu'on a appelé Oscar, tout simplement, en 2014. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit que, eh bien, dans l'esprit de l'auto-école, le digital, la simulation, c'est des choses qui pouvaient maintenant être acceptées plus facilement. Et puis également, le simulateur permet de faciliter l'apprentissage au départ, donc permet de se soustraire à ces heures un peu difficiles, les 2, 3, 4, 5 premières heures où il faut apprendre à démarrer, tourner le volant, c'est pas les plus marrantes, surtout dans les grandes villes. Donc, j'ai dit, il y a probablement un marché porteur. Donc ça, c'était déjà une première idée. Deuxième idée, c'est que l'auto-école, vous savez, dans ces 5, 6 dernières années, a perdu un petit peu de sa marge avec l'épreuve théorique qui a considérablement évolué, avec les frais d'inscription qui sont devenus digitaux. Avec les nouvelles formes, il y a une concurrence sur ce secteur passionnant. On va en parler, évidemment. Absolument, il y a cette concurrence qui est arrivée. Et donc, le simulateur est aussi un moyen de se refaire un peu de marge, pas autant, mais de se refaire un petit peu de marge. Et puis... Parce que l'heure de simulateur coûte moins cher que l'heure de conduite, généralement, mais elle marge quand même un peu plus. Ah bah oui, pour vous n'avez pas de véhicule, vous n'avez pas de moniteur, vous n'avez pas de... Oui, mais ça il ne faut pas le dire, Michel, parce que si vous le dites, les clients vont plus vouloir payer. Ils vont retourner vers leur auto-école en disant, dites donc, vous margez comme des malades là-dessus, ça ne va pas du tout. La machine n'est pas gratuite, quand même. La machine n'est pas gratuite. La machine n'est pas gratuite, et tous les 4 ans, il faut la changer. Il faut c'est un matériel qu'on renouvelle quand même, qu'on renouvelle. Et donc, ça permet aussi de pallier actuellement à la pénurie de moniteurs. Il y a un manque de moniteurs auto-école sur le marché. Et donc, le simulateur, pour une auto-école qui a 4-5 salariés, un simulateur, ça remplace un salarié pour faire ces fameuses 3, 4, 5 premières heures. Et il y a... Alors, j'ai pas bien suivi, j'ai regardé, puis c'est un peu complexe. Donc, il y a une évolution de la législation qui autorise aujourd'hui, en fait, à prendre en compte... Oui. Des heures de simulation, expliquez-moi ça. Eh bien, écoutez, jusqu'à il y a 3-4 ans, l'État autorisait de faire 5 heures de simulateur sur les 20 heures obligatoires. Voilà. Et on est passé à 10 heures. C'est ça. Voilà, 10 heures maintenant. L'idée est toujours pareille. L'idée du gouvernement, c'est un permis moins cher et plus facile d'accès. Voilà, donc pousser vers le simulateur qui permet de faire des heures moins chères, pousser vers la boîte automatique également, ça va être l'avenir, ça aussi. En boîte auto, vous faites 10-12 heures de moins de formation. Ah bah oui, quand il n'y a pas... Ouais, mais pas sur les 20 heures légales. Ah non, non, c'est ça. Les 20 heures légales, en fait, seuls ceux qui savent conduire font 20 heures. On en fait combien en moyenne, c'est combien ? 32 en France. 32 en moyenne 32 en France pour avoir son permis. Ouais, d'accord. 32 heures. Et alors, mais alors ça, parce que là, c'est plus vos développeurs maison, parce que ça, c'est du jeu vidéo haute définition. Enfin, c'est assez exceptionnel quand même. Oui, oui, tout à fait. Surtout le modèle Oscar 2 là qu'on a fait évoluer avec le grand écran, etc. Non, on a travaillé avec la société Acreos, qui est une société spécialisée dans le développement de simulateurs. Ils sont basés à Metz, dans l'Est. Et cette société, jusqu'à maintenant, avait travaillé sur des simulateurs travaux publics. Donc les chariots élévateurs, les grues, les ponts roulants, enfin des choses très professionnelles. Et puis, on les a amenés en discussion avec eux à nous développer une voiture, un simulateur de voiture. Il y a également un simulateur poids lourd qui a été développé aussi en même temps. Donc, on a fait appel à cette société qui est vraiment, c'est leur métier. Et puis, nous, on a amené nos concepteurs, nos fameux concepteurs-rédacteurs. C'est eux qui ont fait le programme. C'est eux qui ont développé le contenu parce que c'est des spécialistes de la conduite. C'est eux qui ont mis en place la pédagogie qui va bien. Alors attendez, encore une question sur le simulateur, parce que alors là on le voit, il y a quand même du hardware aussi, enfin c'est-à-dire c'est un sacré équipement là. Oui. Donc ça c'est vous allez le chercher chez les fabricants de. Oui, tout à fait. C'est toujours la société Acreos qui a fait, mais qui a été voir. Je crois qu'il n'y a pas de secret. C'est Fanatec par exemple pour les volants, pour les pédales. C'est une société qui. Donc on vous l'a conçu sur mesure pour les codes Rousseau, ça devient un outil industriel. Complètement. Non, mais... Complètement. C'est passionnant, Michel, quand même. Oui, c'est très intéressant. Et donc, il y a toute une filière, là, finalement, qui... parce que, il y a combien de candidats par an au Code de la route 1 million, à peu près. 1 million de candidats par an. À peu près 1 million, oui. Donc, on se rend compte que si un outil comme ça se développe,
Là, on est sur quelque chose d'intéressant quand même en termes d'industrialisation. Absolument, absolument. Bah là, on va s'adresser. Alors, on ne s'adresse pas directement aux candidats, on s'adresse à l'auto-école. Ouais. Il y a 10 000 auto-écoles en France. Ouais. Aujourd'hui, on a placé 450 simulateurs. Notre concurrent en a peut-être mis 1 millier parce qu'ils avaient commencé bien avant nous. Voilà, il y a encore du potentiel. Il y a un vrai potentiel de développement de la simulation. Comment ça, vous avez un concurrent? Vous avez un concurrent? Ouais, on a un concurrent, oui. Oh, ça alors. Louis Rousseau, 1937. Hein, j'ai vu ça. Hein. Oui. Je n'ai pas connu, mais... Ouais, moi non plus. Première méthode pour apprendre à conduire. Il y a un savoir-faire, il y a une expertise dans l'apprentissage de la conduite, quand vous dites pour vos auteurs, vos concepteurs. Oui, je pense. La plupart de nos auteurs, ils ont une formation soit pédagogique, scolaire, pédagogique, psychologique, ou souvent, ils ont été eux-mêmes moniteurs d'auto-école. Donc, ils ont enseigné. Hein, ils ont eu dans une partie de leur vie, cette action. Et alors juste pour terminer, les nouvelles formes d'auto-école, les ornicars, permis libre, etc., qui se développent partout. Comment est-ce que vous regardez ça? Est-ce que vous avez les mêmes rapports avec eux? Alors on n'a pas tout à fait les mêmes rapports avec eux. Parce ils sont sulfureux vis-à-vis de notre clientèle dite traditionnelle. Hein. Nous, on travaille plutôt avec les auto-écoles de proximité. Et donc c'est quoi? C'est choisis ton camp, camarade? Tu ne veux pas travailler avec eux si tu travailles avec nous? C'est pas à ce point-là, mais je veux dire que... D'ailleurs, ils ont développé eux-mêmes leur propre plateforme de e-learning. Oui, de e-learning, mais pas de simulateur. Pas de simulateur. On n'est pas dans une machine comme celle-là où on change les vitesses. Ah bah s'ils venaient me voir pour acheter des simulateurs, on pourrait discuter. Non, mais ces nouveaux acteurs sont arrivés. Alors c'est sûr que ça a bouleversé le marché, mais pas forcément en mal. Ça a redynamisé la profession, ça a remis les choses à leur juste valeur. Il faut s'en souvenir, hein, en fait, c'était la première réforme Macron. C'est faire baisser le prix du permis de conduire parce que c'est un facteur d'exclusion en fait très important. Hein, avoir les moyens de se payer le permis ou pas. Voilà. Absolument. Merci pour tout ça, Michel. Tout ça a été à vous. Fort sympathique, mais je n'en doutais pas. Et on continue avec nos entrepreneurs. Merci. Au revoir.